Il est 9h32, nous avons les 46 participants qui sont connectés. Bienvenue à tous. Donc, Marlène et Alexandra vont nous faire leur présentation. Juste pour rappel pour les nouveaux, vous pouvez intervenir à tout moment via le chat ou alors lever la main. Et les filles ont prévu des temps d'échange et de questions-réponses. Et à l'issue de la présentation, donc dès cet après-midi, vous pourrez retrouver le replay sur le site internet de l'UPE ainsi que l'ensemble des slides qui seront diffusés et le kit dont Marlène et Alexandra vous parleront. Je vous laisse la main, les filles. Je vous souhaite une bonne visio. À tout à l'heure. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver ce matin. Merci à l'UPE de nous donner cette opportunité de faire cette présentation. On va se présenter rapidement. Donc, je suis Marlène Renaud, je dirige un cabinet de conseil en sécurité santé au travail depuis 15 ans, qui est basé à Nice, mais qui intervient dans toute la France, et notamment sur tout ce qui est accompagnement, documents uniques, accompagnement qualité, formation, bilan de compétences. Et donc, on a aussi des partenaires experts. Et aujourd'hui, donc, j'ai souhaité faire cette présentation et la co-animer avec notre experte Alexandra. Bonjour, donc Alexandra Sciarra, je suis juriste, formatrice et consultante dans tout le domaine de la santé-sécurité, mais aussi du droit du travail. Et je suis ce qu'on appelle IPRP, habilitée par la Directe. Qu'est-ce que c'est qu'un IPRP? Donc, c'est un intervenant en prévention des risques professionnels et c'est un expert dans tout ce qui est prévention et gestion des risques, d'où on va le voir après, la gestion du Covid. Et pourquoi je suis là ce jour? C'est surtout que depuis en fait la crise et que les entreprises, quand elles étaient souvent en confinement, j'ai accompagné toutes les entreprises qui ont maintenu leur activité pendant le confinement. Et donc, j'ai un retour d'expérience que j'aimerais échanger avec vous et aussi vous faire partager les outils, les trames et les procédures qu'on a mis en place avec toutes les difficultés humaines, organisationnelles et techniques que l'on va après vous présenter. Voilà, que vous allez malheureusement sûrement faire face au moment de la reprise d'activité. On va vous parler du déconfinement. Quelles mesures de sécurité prendre pour votre entreprise? Alors, on a vu 3 grands chapitres à cette présentation. Tout d'abord, quelles sont les difficultés rencontrées? On aura un petit temps d'échange où on pourra poser les questions et même interagir quelques minutes ensemble après cette première partie. Deuxième partie, quelles réponses apporter à vos salariés? Et là, l'objectif, c'est vraiment de vous donner des outils. Et donc, vraiment, ce qui était important pour nous, c'est au-delà de cet échange via écran interposé, via le PDF, mais c'est surtout vous donner un kit. Alexandra va vous en parler plus en détail. On finira sur un point et non des moindres, quelles sont les obligations de l'employeur. Voilà. Et vraiment, c'est important quand même de rappeler l'objectif, voilà, comme Marlène elle a dit, principal de ce webinaire, c'est vraiment vous expliquer, donc vous donner des outils concrets et vraiment nécessaires pour reprendre une activité en toute sécurité pour le salarié, mais aussi pour vous en qualité d'employeur, pour limiter et encadrer au maximum votre responsabilité civile et pénale. Voilà. En fait, pour la sécurité, on s'est posé plein de questions. Alors, on est finalement aussi nous-mêmes employeurs avec des collaborateurs salariés. Et donc, on s'est posé la question, comment je remets mes salariés au travail? Comment je remets en route mon entreprise? Comment je les rassure? Comment je les protège? Comment je les fais adhérer à ces mesures? Quelles dispositions je mets en place? En fait, on s'est posé plein de questions et l'idée, c'était d'échanger avec vous sur ça. Tout à fait. Alors, comment? Alors, on voulait faire un petit jeu de mots parce que dans UPE, on a 3 lettres. Et bien, dans ce webinaire, on va aussi parler de 3 lettres. APC pour anticipation, planification et communication. Parce que finalement, ces 3 petites lettres, elles changent un petit peu tout. Elles font qu'on est ici aujourd'hui. Merci. Mais ces 3 lettres, elles sont importantes aussi pour vous. Oui, donc pour donner un peu des exemples concrets, mais qu'on précisera par la suite en vous montrant vraiment les trames, anticipation, ça va être quoi? Ça va être par exemple de prévoir des procédures avant la reprise, bien sûr, de nettoyage des locaux. Prévoir une procédure aussi en cas de salariés contaminés. Et quand je parle même de salariés contaminés, moi je l'ai vécu pour une des entreprises que j'ai maintenues, même la patronne est tombée malade, a eu Covid. Donc on avait anticipé, on avait mis en place une procédure, même comment on allait communiquer auprès des salariés pour les rassurer aussi, parce qu'on se dit si la patronne elle est mise sur la touche, peut-être même que l'entreprise il va avoir des conséquences assez lourdes.
Autre exemple, dans la planification, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de planifier, donc d'anticiper tout. Ça peut être créer et suivre une liste des EPC, des EPI nécessaires. Qu'est-ce que c'est EPI? Équipement de protection individuelle, équipement de protection collective pour les EPC. Est-ce que j'ai des masques? Est-ce que j'ai du gel, du savon? Nommer, on vous en parlera vraiment dans le détail, des référents Covid, qui gèrent la veille réglementaire, qui gèrent la veille sanitaire, qui gèrent la gestion des EPI. Autre exemple pour cette fois-ci, la communication qui va rester en fait l'outil même fondamental dans cette reprise, c'est comment je dois rassurer mes équipes, comment je les motive aussi à reprendre le travail. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir des craintes, mais il y en a en toute transparence aussi qui n'ont pas forcément envie aussi de retravailler. On a différentes formes de réaction, on va en parler dans les difficultés. Voilà, et comment j'informe et comment je communique avec mes salariés. Donc voilà, on vous en expliquera, il y a la mise en place d'un groupe WhatsApp, il y a plein d'outils voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Ça aussi, c'est important de le dire. Mais voilà, mais je pourrais vous dire, moi, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, sachant que j'ai accompagné à peu près 4-5 entreprises, tous secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine de l'ascenseur, dans le domaine de la production, dans le domaine du commerce, du transport, voilà, et différentes tailles, c'est-à-dire de 20 à peu près à 200 salariés, avec des gestions de CSE, avec des syndicats, voilà, avec différentes typologies. Et voilà, on échangera sur les éventuelles difficultés, surtout aussi ce qui a marché. Donc, anticipation, planification, communication et surtout, à chaque fois, on va vous donner dans le kit qui vous sera remis à la fin, on vous donnera un lien, il y aura des exemples en Word, en Excel, parce qu'on voulait vraiment partager, que vous puissiez vous les approprier et pas juste qu'on vous dise ce qu'il faut faire et puis je me retrouve tout seul face à un PDF ou face à un guide de 500 pages. Voilà. Donc, quelles sont les difficultés? Forcément, il y a 4 grandes catégories, les difficultés humaines, organisationnelles, techniques et financières. Les difficultés humaines, on commence par le cœur, c'est les hommes. Avec un grand H, bien sûr, mesdames. Donc, les difficultés humaines, on a vu là 3 principales catégories. Le salarié, le dirigeant, qu'on ne va pas oublier. En plus, on est à l'UPE, donc on s'adresse principalement à des chefs d'entreprise. Et aussi l'entreprise extérieure client. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les salariés? On a évoqué plusieurs choses. Tout à fait, parce qu'en fait, la plus grande difficulté qu'il va falloir gérer, c'est le salarié. Il va avoir, on va dire, 2 ou 3 grandes catégories. Il y a soit le salarié qui refuse de venir travailler. Ce refus, ça peut être tout simplement animé par la peur, par la crainte par rapport au virus. Donc là, il sera très important, et on vous montrera vraiment les outils qu'on vous propose, de rassurer, si possible individuellement, chacun de vos salariés et de leur expliquer comment votre entreprise maîtrise le risque Covid. Et ça sera vraiment, on va le voir, mais évaluer les risques poste par poste de travail, écrire des consignes, mais surtout leur diffuser, et même en amont de la reprise. Et on vous montrera aussi les faire adhérer. Sur la table, parce qu'apparemment quelqu'un nous dit quand on tape sur la table, ça fait vibrer la caméra. Alors on va faire attention. Merci. Voilà. Désolée, excusez-moi. Donc ça va être vraiment les rassurer et les informer de toutes les mesures et les procédures qui ont été mises en place. Après, il y a une autre possibilité aussi, c'est que par rapport à ce refus, s'ils ne sont pas informés ou s'ils n'adhèrent pas à l'évaluation des risques que vous avez fait, il peut y avoir des déclenchements de danger grave et imminent, donc de droit de retrait. Donc là, le dialogue social et l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs, dont surtout le CSE, va être très, très important. Voilà. Et après, autre possibilité que moi j'ai vue dans le refus, il y a vraiment des salariés qui vont être tétanisés. C'est à peu près, de ce que j'ai perçu, 1 à 2% des salariés de l'entreprise qui ne pourront quasiment pas revenir parce qu'ils ont cette peur, mais une peur qui est vraiment inconditionnelle. Et là, l'entreprise aura, en fonction des possibilités, soit de maintenir l'activité partielle de cette personne si vous avez plus de ressources que on va dire de besoins, vous êtes en mode dégradé, soit en fonction, trouver une solution alternative, la mettre en congé payant, en RTT ou en congé sans solde. Voilà en fait au niveau des salariés, les craintes qu'il peut avoir, et ça sera très important de leur expliquer ce qui a été mis en place et de les rassurer. On a aussi l'organisation avec la vie personnelle, parce que le salarié peut avoir des contraintes. Comment je vais faire garder mes enfants? Parce que certes, il y a du déconfinement, mais les solutions ne sont pas forcément 100% opérationnelles 5 jours par semaine pour aller travailler 5 jours par semaine, par exemple. Ou alors, j'ai la nounou qui a été malade et qui n'est pas dispo, et comment je fais? Mes parents, ils sont à 800 km ou ils sont même dans un autre pays. Il y a aussi les transports. Donc, en fait, le salarié peut se retrouver à avoir différentes catégories, la peur, le refus ou cette organisation vie perso qu'il faudra prendre en compte.
Voilà. Tout à fait. Et dans la vie personnelle, en fait, il y a aussi les problèmes médicaux où des personnes vont rester dans ce qu'on appelle salariés à risque. Et là aussi, il faudra gérer ça. Et normalement, ils vont basculer à partir du 1er mai en activité partielle. Mais ça fait partie des contraintes de la vie personnelle qu'il faudra intégrer. Prendre en compte dans votre déconfinement. Tout à fait. Le dirigeant, il ne faut pas l'oublier parce que lui aussi, il va avoir énormément d'infos, pour ne pas dire trop d'infos. Elles sont évolutives, elles sont contradictoires. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, dans le kit, on a mis la liste des sites d'intérêt. On n'a pas téléchargé parce que de toute façon, le temps qu'on les télécharge, s'il faut, il y a une nouvelle version. Le dirigeant, moi je suis dirigeante, mais il y a aussi quand même, nous sommes dirigeantes, pardon, il y a le côté… ma responsabilité au civil, au pénal, les actions prud'homales. Donc, c'est vrai que j'ai suivi aussi des visioconférences avec des avocats spécialisés dans le droit social. Voilà, comment prendre en compte tout ça. Donc, il y a vraiment anticipation, planification. On en parlera dans le kit. Alors, Laurence, sur le chat, je vois une question. Pour toutes les difficultés dont on vous parle là, on va vous proposer des solutions. Et par rapport au transport, donc, ça fera aussi partie des points qu'on va discuter dans juste la deuxième après. partie. Tout à fait. Merci. Oui. Parce qu'en fait, voilà, là, on vous propose, en fait, on vous explique les difficultés et après, on va échanger ensemble et on vous proposera les kits pour quelles solutions et comment rassurer mon salarié. Oui. Donc, troisième catégorie de difficultés humaines, ça peut être aussi l'entreprise extérieure. Hop là, il manque un petit E. Et le client. J'ai eu rien qu'hier le cas, une structure cliente sur laquelle ma consultante doit intervenir qui lui dit voilà mes instructions, pouvez-vous me donner les vôtres et comment on fait? Et ça peut être un client qui refuse, je ne veux pas que vous veniez chez moi. On a eu le cas il y a une semaine aussi. Donc tout ça, ce sont des difficultés auxquelles on va se retrouver possiblement confrontés en fonction finalement de votre métier, de votre secteur d'activité. Ça peut être des difficultés liées aux salariés, aux dirigeants, ou bien les interrelations, on va dire. Tout à fait. Deuxième partie, les difficultés organisationnelles. Alors, elles sont souvent liées finalement tout ce qui concerne l'administratif, le RH, c'est la gestion de l'entreprise. Et il peut y avoir tout ce qui est demande de congés, garde d'enfants, le personnel à risque. C'est vraiment toutes ces choses-là qu'il va falloir évoquer dans ma difficulté organisationnelle. Est-ce que je mets en place un mode dégradé? Est-ce que je mets en place l'activité partielle? Donc finalement, c'est voir avec les fournisseurs, quel est mon rapport avec les clients. Il y a une énorme veille sanitaire et juridique qui va être à faire. Et forcément, un point… Il y a un gros travail administratif qui va devoir se faire. Et là, pour ce faire, on va vous proposer en fait tout simplement un tableau Excel où juste en amont de la reprise, il faut notifier qui revient sur site, qui était en télétravail, si c'est sur site, à quel poste de travail je vais l'affecter, parce que des fois, il va falloir mettre en place des règles de distanciation, donc de revoir l'organisation même des locaux. Je crois qu'il y avait un petit bug de son. D'accord. Et voilà, il y a vraiment cette phase qui demande énormément de travail, d'énergie, et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à côté, l'entreprise doit refonctionner. Donc, il faut aussi donner son énergie à la reprise d'activité et pas que sur le volet administratif et RH. Oui. Et enfin, dans les difficultés organisationnelles, il y a les moyens de communication. Qui peuvent être une de vos difficultés parce que forcément, si j'ai un groupe de collaborateurs et qu'ils ne sont pas revenus sur le site du lieu de travail ou que certains sont encore au chômage partiel, il va falloir penser à ce moyen de communication. Donc, c'est pour ça qu'on vous a parlé d'un groupe WhatsApp. C'est une des possibilités. Il y en a plein d'autres qui sont à votre disposition. Et là aussi, dans le kit, on vous remettra une trame de documents parce que si on a la société… dans les voitures automobiles, plus de 200 collaborateurs et il faut du jour au lendemain les mettre dans un groupe WhatsApp, ça paraît à la fois très simple et à la fois très compliqué. Est-ce que j'ai leur portable? C'est moi le dirigeant, tiens, je dois créer un groupe WhatsApp. Est-ce que dans mon téléphone, j'ai les 250 salariés qui sont créés avec leur numéro de portable? Enfin, voilà. Donc, dans le kit, on va aussi vous remettre quelque chose là-dessus. Corinne, on va revenir à sa question tout à l'heure, qui nous donne un exemple. On va finir sur les difficultés. On a aussi les difficultés techniques qui sont en face de nous. Et ces difficultés techniques, elles sont surtout liées à la coactivité, à l'interaction du travail en proximité. Et donc, on s'est dit toutes les deux, vous voyez, ce qu'on a mis ici entre nous parce qu'on est trop proches, les difficultés techniques, c'est lié au matériel. Donc, on a dit ça pourrait être principalement…
les EPI, équipements de protection individuelle ou collectifs. Et ça peut être un vrai souci parce que dans les magasins de bricolage, il n'y en a pas. Sur Internet, il n'y a pas de plexi. Ça peut être compliqué. Bon, il y a des sociétés de niche, j'en ai vu pas mal qui communiquent en ce moment là-dessus. Ça peut être aussi une difficulté technique. Si le port du masque est obligatoire, dans certaines activités, on le verra, ça sera fonction de votre évaluation du risque qu'il sera obligatoire. Donc, ce sont vraiment… Et ce qui est important de préciser, c'est qu'après, il ne faudra pas juste dire tiens, je vais mettre des EPI ou des EPC en place. Il faudra aussi former et avoir une traçabilité que le salarié a reçu, par exemple, son masque, qui sait comment le mettre. Voilà, il faudra vraiment aussi, pour encadrer, limiter votre responsabilité pénale, mettre en place toute cette traçabilité. Et là aussi, on vous propose des outils type pour vous faciliter cette reprise en toute sécurité. Dernière grande catégorie, les difficultés financières. Forcément, ça peut être aussi une possible réalité économique. Même si l'État a proposé plein de solutions, peut-être que j'y ai pas eu droit, peut-être que 2, c'est pas suffisant, ou peut-être que j'ai de la trésorerie, mais que je vais pas vouloir me dire tiens, je vais aller mettre un budget dans tout ce qui est EPI, EPC, comment je fais? Donc on en revient aux peurs du dirigeant, aux difficultés réelles économiques et donc financières. À peu près, moi, pour les entreprises que j'ai maintenues, le coût des EPC, EPI par mois, c'était à peu près 2500 € pour des salariés à peu près de 70 personnes. Et dedans, il y avait même le gel hydroalcoolique, le papier à usage unique. En fait, c'est plein de petites choses qui s'ajoutent. Et là, je vous dis, c'était minimum 2500 €. Donc, ce n'est pas négligeable. Et surtout que ce budget-là, en principe, il n'est pas réaffecté, il n'est pas réimpacté aux clients. Donc, c'est une perte d'argent. Voilà. Merci à Marc là, qui nous parle aussi de Workplace, qui peut être un excellent support. Apparemment, Cultural a mis en place communication collective. Le port du masque est impossible, oui, dans certaines activités. Corinne, en effet, le pipetage dans un laboratoire. On a donc décidé d'installer le port du masque et d'installer des portes. Eh oui, tout à fait. Alors attention, parce qu'on insiste que les premières règles de sécurité, c'est les gestes barrières et les règles de distanciation. Tant que le gouvernement ne change pas, le port du masque, il n'est que s'il y a vraiment une interaction, une proximité. Sinon, le port de masque n'est pas du tout une obligation. Si je travaille seul dans mon poste de travail, avec des salariés qui sont à 2 ou à 3 mètres, normalement, le port du masque n'est pas obligatoire. Ou si je mets une vitre plastifiée, finalement, on n'a pas besoin de mettre un port du masque entre nous. On aurait pu aussi éviter ça et s'affranchir de minimum de mètres de distance. Alors, c'est 1 mètre, mais bon, tant qu'à faire, mettez-en 2. C'est même 2 voire 3 mètres, si possible, idéalement. Alors là, on voudrait échanger avec vous justement sur quelles sont les difficultés. N'oubliez pas, il y aura la partie les réponses, mais temps d'échange avec les participants. Est-ce que vous voyez d'autres difficultés dans le chat qu'on n'aurait peut-être pas identifié et que vous avez rencontré? Alors, sujet qui ne présente pas de symptômes de Covid. Julia, vous pouvez prendre la parole, si vous remettre le micro. Julia, vous nous entendez? C'est toi? Non, il y a Julia en fait qui met souvent… Ah voilà, c'est bon, elle a redésactivé son micro. Je ne savais pas si elle voulait prendre la parole volontairement, mais non. Apparemment, c'était une erreur. Bon. Ok. On peut continuer alors sur les réponses. Juste, plus globalement, moi je pense qu'il va y avoir aussi des problèmes d'adhésion. Il risque d'avoir des problèmes d'adhésion au projet de l'entreprise, à la culture d'entreprise, parce que les liens sociaux sont quand même distendus durant cette période de… Enfin, moi, dans les on va dire, les retours d'expérience que j'ai eus, du fait de la mise en chômage partiel de certains, que d'autres sont restés en activité, déjà, il y a parfois des sentiments d'injustice et on va dire, de frustration qui sont présents, qui, à mon avis, il va falloir gérer aussi. Et, comme je le disais, des soucis liés à l'adhésion au projet de l'entreprise de manière générale. Parce que soit il y a des gens qui ont profité de cette période-là pour remettre en question, entre guillemets, leurs aspirations dans la vie. Et donc, ils se rendent compte que finalement, le job qu'ils avaient, c'était pas, leur correspondait plus. Ou alors parce que… il y en a qui se sont dit le job que je fais est futile, donc comment remotiver ces personnes-là? Je pense que ça va prendre un peu de temps.
C'est le fameux point où en fait le plus compliqué, ça va être la gestion effectivement du salarié, de le remotiver, de le rassurer. Et effectivement, pour les entreprises qui n'ont pas maintenu l'activité, si elles n'ont pas gardé le lien avec les salariés, il y en a beaucoup, ça va être très compliqué de les refaire adhérer. C'est pour ça que le message, on vous en parlera juste par la suite, mais la réunion d'information qui doit se tenir pour ma part par l'employeur, ça a vraiment du poids, de motiver les équipes et même en fonction de leur faire comprendre que s'ils ne viennent pas retravailler, c'est la pérennité même de l'entreprise qui va être mise en difficulté et on va peut-être même se retrouver à faire des licenciements économiques si les gens ne veulent plus revenir. C'est aussi de leur expliquer qu'il y a une crise économique qui se met en place, qui est même actuellement déjà mise en place. Mais voilà, c'est la grande difficulté, c'est de les remotiver, de les rassurer et de les motiver. C'est là qu'on voit. On est bon? Oui, Sébastien Blanc qui dit c'est là qu'on voit l'importance du rôle du management de proximité pour maintenir le lien, susciter l'adhésion des équipes. Sébastien, il y a plusieurs boulangeries, les boulangeries Blanc. Donc voilà, il sait de quoi il parle en termes de management de proximité. Tout à fait. Là, il a un rôle crucial. En tout cas, c'est l'employeur qui a le rôle crucial. Et aussi, on va le voir juste après, de s'appuyer sur s'il y a des représentants du personnel, les représentants du personnel pour les faire adhérer et qu'eux aussi, ils relayent un message pour rassurer, mais aussi pour motiver les gens. Oui, d'être un rôle de liant, finalement. Et fédérateur. Voilà. Ça dépend toujours de la taille de l'entreprise. Ouais. C'est pareil, hein, si on est 5-10, est-ce qu'on a des managers intermédiaires ou si on est 250, est-ce qu'on a des managers intermédiaires et ça dépend aussi ce que le disait l'intervenante précédente là, en disant il faut vraiment échanger, communiquer avec les gens et avoir de la proximité. Ça dépend de la vision de l'entreprise, ça dépend de son projet d'entreprise. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça qu'on disait en introduction, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises règles. Vraiment, on est dans j'anticipe. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je vais essayer de planifier. Et surtout, le dernier mot-clé, c'est la communication. Et elle est rendue d'autant plus difficile qu'on n'est pas dans une salle en train des accolades, de partager une vraie coupe de champagne ou de jus de fruits, attention, surtout à moins de 10 heures du matin. Mais tout ça, en fait, les réflexes qu'on avait avant ont changé. Et même dans le déconfinement, puisqu'on nous dit continuez le télétravail, continuez doucement à déconfiner quand vous êtes prêts. Donc, c'est une vraie difficulté. C'est une nouvelle façon de manager. On ne manage pas du tout les gens de la même façon derrière un écran. Moi, je vois avec mes équipes, quand on fait les réunions mensuelles, hier, j'avais 17 personnes derrière mon écran, eh bien, forcément, je ne gère pas de la même façon. Je n'ai pas la même interaction, même si je vois sur les visages des réactions, on sait bien, il y a le verbal et il y a le non-verbal. On va passer au chapitre d'après, si vous êtes OK. Donc, ce sont les réponses proposées. Et là, c'est bien la transition, puisqu'on avait dit, forcément, le préalable le plus important, c'est rassurer, expliquer, communiquer et un point important, prévoir des procédures. Parce que c'est bien de rassurer, mais il faut quand même avoir un support sur lequel vous allez communiquer auprès de vos équipes. Ne serait-ce qu'un collaborateur, il faut communiquer et formaliser tout ça. Tout à fait. On vous a fait donc une checklist de les incontournables. Dans le kit, vous aurez cette liste qui est beaucoup plus complète, très détaillée dans un fichier Excel que vous pourrez reprendre et personnaliser tous les items et puis vous dire ça je l'ai fait, ça je l'ai fait et les modifier. Et j'insiste, donc le plus important, c'est cette fameuse réunion d'information qu'il faut préparer et préparer en fonction des spécificités de l'entreprise pour voir quelle est la meilleure communication à faire pour rassurer, mais comme vous dites, motiver les équipes. Donc, en fonction de l'entreprise, soit d'abord je fais un point avec mes encadrants et le CSE et après je fais revenir mon personnel et je leur explique comment j'ai vu les choses, je leur montre les consignes de sécurité et je leur explique que c'est tous ensemble en étant soudés, donc solidaires, qu'on va reprendre l'activité de façon sécurisée. C'est très, très important de faire cette réunion d'information et c'est pour ça aussi on voulait vous spécifier que la date du 11 mai, ce n'est pas du tout une date butoir de reprise obligatoire. Je veux dire, si vous n'êtes pas prêt ou si cette fameuse réunion d'information est pas, je dirais même parfaite en termes de communication pour rassurer et motiver les équipes, attendez. Je veux dire, vous pouvez le 12, le 13 ou même le 20. Le 14, parce qu'officiellement, la date du 11, c'est la date où en tant que même que citoyen, je pourrais me déplacer sans
sans attestation dérogatoire. C'est la date où les commerces, principalement en fait c'était les ERP, pouvaient reprendre. Sinon, une entreprise qui n'était pas touchée par une interdiction du gouvernement pouvait reprendre, même aujourd'hui, pouvait reprendre en mars, en avril. Il n'y avait pas de date butoir. Hein. C'était voilà, vraiment, on tenait à préciser ça, que la date du 11 mai, ce n'est pas du tout la date de reprise obligatoire du travail. Il vaut mieux attendre 2-3 jours et de bien mettre en place toute sa procédure de communication, ses procédures de consigne de sécurité et d'être carré, de savoir comment je vais motiver et rassurer mes équipes, que de reprendre absolument le 11 mai. Donc, une fois que vous aurez le kit notamment et les pris connaissance de tous les documents qui sont dedans, ne passerez pas toute la fin du week-end à tout mettre en place pour vous dire lundi, les équipes à 9h, on est en visio. Vous pouvez vous dire que ça sera mardi, mercredi, faites-le. Et puis, expliquez-leur pourquoi en disant encore on est en train de travailler dessus, ça va les rassurer. Donc, c'est incontournable, préparer sa réunion d'information. Après, il y a un autre point important, c'est agencer les postes de travail. Donc, si vous n'êtes pas retourné dans vos locaux depuis un certain moment, peut-être qu'il va falloir retourner sur place pour créer de la distanciation entre deux bureaux, les déplacer ou peut-être faire de l'affichage, des scotch, des éléments de protection, faire les affectations, identifier les référents, même si vous êtes tout petit, peut-être que ce sera le dirigeant qui va être référent de tout, mais il faut l'identifier, que les gens sachent quel est le référent, à qui je peux m'adresser. Le référent, ça peut être des référents Covid administratifs, qui va gérer la veille sanitaire et la veille juridique, un référent Covid terrain, qui va être plutôt sur la sensibilisation du personnel, au rappel des règles, voire malheureusement aussi du contrôle si quelqu'un ne respecte pas les règles. Ça peut être un référent Covid EPI. Voilà, c'est vraiment en fait de définir dans cette période de crise des référents pour vous aider à ne rien oublier au niveau du Covid. Et utiliser le volontariat aussi. Dites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour être référent sur telle ou telle activité? Moi, dans mon équipe, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit qui déjà est intéressé pour faire l'évaluation des risques, qui est intéressé. Alors, ça, vous allez rigoler, vous allez peut-être vous dire ah ben non, ça ne les intéresse pas les gens, mais parfois, on a des gens justement qui souhaitent s'impliquer sur telle ou telle affectation et être référent. Et n'oubliez pas, si vous avez un CSE, il est fortement recommandé de nommer, dans le cadre du CSE, un référent Covid 1 ou 2. Ça peut être de facto les gens qui étaient SSCT ou ça peut être d'autres personnes. Effectivement, partir toujours sur la base du volontariat. Oui. Mais voilà. Pour tout ce qu'on vous présente là, on a vraiment aussi créé un tableau de checklist avec… Pour pré-remplir, ben voilà, ce salarié, je le mets en télétravail. Celui-ci, en même temps, je vais lui affecter une mission de Covid de contrôle sur terrain. Cette personne, je lui change son bureau, il va partir sur tel autre bureau pour mettre en place cette règle de distanciation. Voilà, on vous a vraiment créé un tableau. Vous pourrez vous approprier, personnaliser pour justement lister vos salariés, même s'il y en a 2, 3, 5 ou 50, 500, et derrière de gérer ces affectations. Exactement. Consignes de sécurité et procédures à rédiger ou à s'inspirer à partir d'exemples qui sont fournis dans le kit. Identification des équipements de protection et des quantités nécessaires, là aussi. Prévoir des affichages et communiquer. Enfin, on finira sur le côté préparer la version révisée de votre DUERP. Alors, le DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, peut-être que certains n'en ont pas, c'est un document réglementaire, mais c'est un document qui est à mettre à jour dans le cadre justement de l'actualité. Alors, je vois deux questions, j'aimerais bien, si Marlène, tu es d'accord. Je vois Myriam qui me dit, peut-on nommer un référent externe, extérieur à l'entreprise? Je dirais que oui, ça dépend quel type de référent. Par exemple, si vous faites appel à un IPRP, c'est aussi un référent en santé-sécurité externe de l'entreprise. Donc oui, vous pouvez faire appel à un référent externe ou aussi un cabinet de conseil spécialisé en sécurité qui viendra vous accompagner sur des missions spécifiques de sécurité. Santé, sécurité externalisée, oui. Et donc, je vois la question aussi… De Corinne, dans notre structure, toutes les activités n'ont pas été arrêtées. Nous avons impliqué le CSE au travers de la réunion hebdo et cela a bien fonctionné. C'est parfait, c'est ce qu'on dit. Plus on fait adhérer les gens et encore plus, je dirais de surcroît, le CSE, et bien là, c'est l'idéal. Alors, dans tout ça, pareil, on s'est dit, les gens qui vont être avec nous dans le webinaire, dans la visio, vont se dire, mais ça fait trop de choses. Donc, on a fait une checklist de 5 points. On s'est dit, quelle priorité donner à mes actions avant la reprise? On commence par le tableau des salariés, vraiment avec les affectations, qui sont les référents, est-ce qu'ils travaillent à temps plein et ainsi de suite, et puis leur téléphone, puisqu'il va falloir communiquer avec eux, ou bien leurs coordonnées.
Puis, on fait l'évaluation des risques. Alors là, on est spécialisé là-dedans, mais pour autant, on veut vous rassurer, faites quelque chose de simple et de pratico-pratique. Faites pas une usine à gaz, en fait, parce qu'il existe des évaluations des risques avec plein de critères, plein de chiffres, plein de feuilles Excel ou plein de possibilités. On est là dans un contexte particulier. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, c'est de faire quelque chose de simple, mais surtout aussi de réaliste. C'est-à-dire ne pas, comme je dirais malheureusement, se contenter de prendre ce qu'a fait les fiches du gouvernement. C'est de se mettre autour de la table et de se dire, bon, dans cette zone de travail, à quel moment le salarié peut être en contact, donc en interaction avec le virus. Et là, je fais un point de toutes ces mesures et je fais ce qu'on appelle des consignes de sécurité spécifiques pour chaque poste de travail. Donc, je fais une évaluation simple, pratique, mais quand même très réaliste. Sur le kit qu'on vous remet, on vous montrera, il y a des évaluations. Sur chaque poste de travail, ça prend maximum une petite page, c'est tout. Et par contre, j'insiste juste, je reviens sur le premier point, le tableau des salariés, ça, il faut le faire en amont de la reprise. Alors que l'évaluation des risques, il faut la faire sur site, en faisant adhérer les gens, donc le CSE ou une partie du CSE s'ils sont là. Certains salariés qui se sont appelés, je dirais, sur appel à volontaires, vous pouvez la préparer en amont, mais ça peut ne se faire que sur site. On ne peut pas faire une évaluation derrière un ordinateur, il faut aller sur site. Sinon, on va arriver à ce qu'a fait malheureusement Amazon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une évaluation, on va dire, pertinente sur site et de surcroît, ils n'ont pas fait adhérer le CSE et finalement, ça a fini au tribunal. Donc, c'est vraiment important. Il y a des choses qu'on fait en amont, il y a des choses qu'on fait sur place. Et après, je rédige les consignes. Rédaction des consignes. Donc là, c'est vraiment les consignes de sécurité et celles spécifiques pour certains postes de travail. Troisième étape clé. Et forcément, mais derrière, diffuser les consignes parce qu'il faut définir comment vous allez les diffuser. Ça dépend de votre taille. On avait l'exemple tout à l'heure d'un monsieur qui gère plusieurs boulangeries. Eh ben, peut-être qu'on ne va pas envoyer un mail aux collaborateurs des boulangeries parce qu'il a l'habitude d'aller sur place et de leur, alors j'allais dire serrer la main. C'est embêtant, on ne serre plus la main maintenant. De communiquer avec eux en visu et d'échanger avec eux directement. Voilà. À vous de définir quelles sont ces modalités de diffusion. Dans le kit, on vous a fourni un document exemple en Word avec un peu comme une checklist et à la fin, j'atteste avoir pris connaissance des consignes remises ce jour et les mettre en application. La personne va dater et signer de façon manuscrite. C'est une proposition. Là aussi, forcément, on a une juriste avec nous aujourd'hui. Donc, on s'est dit, il faut que l'entreprise aussi se protège et qu'on puisse pas demain nous dire, ah ben moi, j'étais pas là à la grande réunion hebdomadaire parce que j'avais mon fils qui était malade. Ou alors, moi, j'ai pas pu me connecter. L'informatique, ce jour-là, il marchait pas. Ou, ah ben moi, mon mail, je l'ai jamais reçu. Et que derrière, vous puissiez avoir des conséquences diverses. Et il faut aussi s'assurer que le salarié ait compris les consignes. Moi, je prends un exemple. La fois, je me suis rendu compte qu'une personne ne savait pas ce que c'était les gestes barrières. C'est vrai qu'on parle de partout des gestes barrières, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, sur cette attestation, le salarié doit cocher et en fait, il prend lecture de ce que c'est les gestes barrières. Voilà, tousser, éternuer dans son coude, respecter la distance sociale. C'est vraiment important qu'il y ait aussi cette traçabilité, qu'il ait compris, lu et donc signé les consignes de sécurité et ce que l'entreprise demande de mettre en place. Là, c'est vraiment important sur le volet responsabilité pénale. Et aussi que le salarié applique les gestes et se protège lui-même, bien entendu. Il y a Olivia qui nous pose une question intéressante. Quelle est la différence entre l'évaluation des risques et la mise à jour du document unique? L'évaluation des risques, c'est vraiment, je prends les postes de travail et je réfléchis à quels sont les risques. Première étape, et suite à ces risques, je fais des consignes. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est la synthèse de tout ça, plus les actions que vous allez mettre en place dedans. C'est un petit peu un document, je dirais… C'est la retranscription de l'ensemble des risques professionnels. Donc, c'est pour ça que le plus important, c'est de faire une évaluation poste par poste de travail et donc qui va en découler des consignes de sécurité et après de faire plutôt une mise à jour administrative du document unique qui va reprendre ces consignes de sécurité. Il y a des personnes, il y a deux façons d'aborder les choses. C'est soit dans le document unique, je fais le point de toutes les mesures de consignes, des consignes de sécurité que j'ai mis en place. Et ça fait un document unique très lourd au niveau de la gestion du Covid, soit je dis tout simplement que je spécifie que j'ai mis en place des consignes et je renvoie en annexe aux consignes.
Et je rajoute juste un autre point, c'est que dans l'évaluation des risques, je vais parler que du Covid, de ce que je vais maîtriser, alors que dans le document unique, il va falloir aussi intégrer les risques psychosociaux. Voilà, tout ce qui est gestion du stress, tout ce qui est gestion, indépendamment même du stress, le mode dégradé avec aussi le télétravail, comment j'évalue la charge de travail de mon personnel. Voilà, ça aussi, ça intègre ce risque-là qui ne va pas forcément apparaître quand je vais faire l'évaluation des risques poste de travail par poste de travail qu'au niveau du risque biologique Covid. Parce qu'en fait, si vous mettez à jour votre document unique, et comme le dit Marc Dubertrand, on le fait signer peut-être en annexe du contrat de travail, ou on fait un RAR, Institut Personae, ça fait un gros document et ça fait plein de choses dedans. Les gens, en fait, ils ne vont pas le lire. Donc, c'est pour ça qu'on vous préconise vraiment de faire juste l'évaluation et les consignes et de leur faire signer que ces informations-là. Et après, vous mettrez à jour le document unique dans un deuxième temps, finalement. Donc, oui, on pourrait l'annexer au contrat de travail. C'est une des possibilités qui s'offrent à vous. On pourrait aussi, vous dites, doubler par un RAR, Institut Personae, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Après, normalement, on pourrait même aussi mettre à jour le règlement intérieur. En fait, il y a plein de choses administratives qu'on peut et qu'on même on devra faire, mais en priorité, moi, en tant qu'employeur, voilà, la priorité, c'est évaluer les risques, mettre en place cette traçabilité comme quoi ils ont pris en compte et qu'ils ont compris les consignes de sécurité. Et a posteriori, je fais une mise à jour administrative du document unique, peut-être un avenant de contrat de travail ou autre, et le règlement intérieur. Tout à fait. Jordi, je ne connais pas le prénom, qui nous dit « On a mis en œuvre un engagement de bonnes pratiques sanitaires sur lequel sont répertoriées les consignes à respecter. Ce document est remis au collaborateur qui en prend connaissance, le signe et s'engage. » Peu importe le nom que vous donnez au document, fabuleux si vous l'avez appelé engagement de bonnes pratiques sanitaires. L'essentiel, c'est justement d'avoir fait ce document, de répertorier les consignes et de le faire signer. Et j'aime bien le « s'engage à le respecter » qui est à la fin, qui est important aussi. Et c'est bien même de mettre engagement parce qu'en fait, on s'engage tous dans cette démarche. Donc, c'est même… Ariane, merci. Merci Ariane pour cette intervention. Et il y a Corinne qui insistait, document à signer. Apparemment, dans sa structure, elle a certaines personnes qui refusent certaines consignes. Même en temps normal, avant le Covid, elle nous dit que le port de vêtements de protection en chimie, certains, ils ne voulaient pas. Donc, c'est se protéger que de dire c'est obligatoire, tu en es informé et quelque part, si tu ne le fais pas… Après, ça part sur de la sécurité pure, c'est du disciplinaire. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on refait une nouvelle évaluation des risques, on la consigne a posteriori dans le document unique. On peut aussi, comme je dis, mettre à jour le règlement intérieur et ça s'impose aux salariés. Si le salarié refuse, après, l'employeur a le volet disciplinaire. À sa disposition. Après, c'est toujours pareil, hein, forcément, c'est communiquer, échanger, même avec les avocats et toutes les visios qu'on a faites, c'est ce qu'ils disent, essayer au maximum d'échanger. Pour tout ça, il faut s'appuyer sur le salarié compétent. Alors, on va en parler, c'est quoi ce fameux salarié compétent? Ou bien sur le CSE, les faire adhérer ou au moins demander-leur de valider ce que vous avez fait. Alors, c'est quoi un salarié compétent, Alexandra? Oui, alors réglementairement, normalement, depuis 2012, toute entreprise à partir de 1 salarié doit avoir bien sûr, son document unique, mais aussi un salarié compétent. C'est une personne qui, normalement, est soit formée, soit de par son expérience et son cursus, a des compétences en santé, sécurité au travail. Donc là, c'est aussi un acteur clé qui va vous aider à mettre en place toute cette démarche de prévention liée au Covid. Beaucoup d'entreprises, en toute transparence, ne l'ont pas. Après, il y a une autre possibilité, c'est d'externaliser cette mission de référent sécurité et de passer par un ou un IPRP. Oui. Et après, bien sûr, c'est ce qu'on a dit depuis le début, hein, si vous avez un CSE, il y a bien entendu l'obligation normalement de les consulter, de les faire adhérer à cette démarche, mais indépendamment du volet obligatoire, faites-le dès le début, comme ça, ils vont aussi être fédérateurs et diffuser les informations et rassurer les gens. Donc, mettez-les dans la boucle dès le début et nommez au sein du CSE 1 ou 2 référents Covid. On a Damien, justement, un peu plus tôt dans le chat, qui a dit « Faire appel au volontariat, un bon moyen pour se faire aider par les bonnes volontés présentes parmi vos salariés. Cela permet également de favoriser l'adhésion. » Donc là aussi, vous en parlez avec eux et vous leur suggérez vous leur proposez et laissez-les revenir vers vous. Données à prendre en compte. La veille. Alors ça, c'est un sujet important. Et puis en plus, en ce moment, il y en a beaucoup. Comme on le disait, parfois c'est contradictoire. Et en plus, ça évolue tout le temps. Donc là, on a fait 4 éléments clés.
le guide du déconfinement qui a été diffusé il y a à peine 2 jours, le 3. Ouais, le 2 ou le 3 mai. Voilà. Le guide des organisations professionnelles. Vous avez le guide des obligations qui a été élaboré par le ministère du Travail. Il ne fait que 9 pages. Donc, nous, quand ça fait 9 pages, on est content parce qu'on trouve ça simple et court et donc efficace. Donc, prenez-en connaissance. On l'a remis dans le kit, hein, le listing de tous ces éléments. Et enfin, un dernier chapitre et non moins des moindres, les fiches conseils propres à vos métiers. Donc, ce soit vos syndicats, soit les interprofessionnels, votre cœur de métier a diffusé des fiches conseils propres à vos métiers. Elles sont diffusées sur le site du gouvernement, donc avec les branches d'activité. Alors, il y en a un certain nombre. Je suis sûre que cet après-midi, il y en aura plus. Demain, il y en aura en plus. Le 11, il y en aura plus. Mais continuez à les suivre parce que même après le 11, il y aura encore des mises à jour qui seront faites soit par les branches, soit par les équipes. Voilà. Alors, dans tout ça, on l'a évoqué, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Ça peut être le rôle de la médecine du travail, notamment sur les aspects psychologiques aussi, cellules psychologiques qui existent. Ça peut être les IPRP, donc Alexandra est IPRP. On vous mettra dans le kit la liste des IPRP du 06. Donc, c'est une liste officielle. Vous avez dans chaque département les listes qui sont officielles, qui sont diffusées. Vous avez aussi des consultants, soit dans un cabinet de conseil qui peuvent être spécialisés en santé sécurité au travail. Ça peut être aussi des indépendants qui, s'ils sont qualifiés, compétents, peuvent vous accompagner là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller chercher, en plus des bonnes volontés, en plus du kit, il y a aussi éventuellement des solutions d'accompagnement. Au niveau juste, je tiens à préciser ça, au niveau à peu près de l'estimation du temps de la création de toutes ces consignes, Oui. des réunions qui sont incontournables, il faut compter, bien entendu en fonction de la taille de l'entreprise, mais une bonne grosse journée de travail. Hein. Pour minimum faire les consignes, toutes les procédures à mettre en place, il faut compter 3 heures. Et si on veut faire quelque chose de carré en anticipant toutes les situations possibles qui peuvent arriver, c'est une journée de travail. Donc, c'est quand même lourd. Donc, moi, je peux que vous préconiser de vous faire accompagner par des personnes extérieures et experts qui va vous faire gagner du temps et surtout aussi mettre en place toute cette traçabilité en termes de responsabilité civile et pénale. Oui. Sachez aussi qu'il va y avoir de nombreux contrôles de l'inspection du travail, de la directe qui va se faire pour voir si les entreprises, respectent les gestes barrières et les règles de distanciation, a mis en place des consignes de sécurité et s'assure aussi qu'elles soient respectées et donc contrôlées. Donc voilà, pensez vraiment à mettre en place tout ce formalisme et cette traçabilité, c'est important. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un petit peu le micro pour poser vos questions et échanger. Corinne a souligné le fait que des organismes de sécurité sociale ou des assureurs aussi, par exemple la MSA, ont publié des fiches. Donc, c'est vrai que la liste des apporteurs d'informations ou des apporteurs de conseils est importante. Et c'est ça, en fait, qui est le plus difficile pour nous. C'est comment je fais le tri entre ce que dit le gouvernement, ce qu'a dit mon assureur, ce qu'a dit mon avocat, ce qu'elles ont dit à la visioconférence. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est permise de vous donner dans le kit une checklist pour vous aider à les prioriser. Voilà. Et vous rendre le plus autonome possible, parce qu'on a une autre question, combien coûte cet accompagnement? Alors, si c'est l'accompagnement de la médecine du travail sur le volet psychologique, c'est gratuit. C'est dans vos cotisations, c'est pas vraiment gratuit. C'est pas vraiment gratuit, voilà. Donc, et pareil, hein, tous ces organismes, sécurité sociale ou assureurs, ils peuvent le faire bénévolement. La CARSAT aussi, parce que la MSA, on a aussi ce qu'on appelle donc la CARSAT, hein, c'est la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Donc, ils accompagnent, puisque c'est leur cœur de métier, la prévention. Donc, c'est gratuit aussi ce que vous cotisez. Et après, si vous faites appel à une personne extérieure, un cabinet extérieur, ça dépend des coûts de chaque entreprise. Il faut compter, je pense, hein, tu me dis si je me trompe, minimum entre 500 à 1000 euros. Voilà. C'est à peu près le prix. Le prix moyen qu'on peut retrouver sur le marché. Tout à fait. Est-ce que ça répond à votre question, Nathalie? Si on peut mettre le son, même, ça serait bien. Et Marc nous dit, si mon activité est au sein d'un ERP, centre commercial, comment dois-je mettre en chaîne les obligations inhérentes à cette structure? Comment la reporter au sein de ma surface et de mes employés? Donc, comment je dois mettre en place? On peut lui donner la parole, peut-être à Marc, qui nous explique plus en détail sa question que juste par le chat. Et après, on répondra aussi à Ariane. Oui, si vous voulez, bonjour. Bonjour.
Oui, Bonjour. j'ai une structure une de mes structures qui est au sein d'un ERP, donc d'un centre commercial. Et donc, tout ce qui est inhérent à l'accueil de la clientèle va être un premier sujet, mais pas seulement cela, puisque, étant donné qu'il y a des activités décalées, arrivée en amont de l'ouverture d'un centre commercial, départ post la fermeture du centre commercial, quelles sont les obligations que doit m'amener, enfin que doit mettre en place la structure, le bailleur en grande ligne, et comment est-ce que j'ai des obligations puisque mes salariés vont passer par un SaaS qui va recevoir d'autres personnes. Est-ce que ces éléments-là doivent être détaillés par cette structure bailleresse pour que moi, je puisse dire à mes salariés, ben, écoutez, il y a un protocole aussi d'accord de gestes barrières à mettre en place en amont d'arriver dans votre surface commerciale, entre autres. Oui, c'est une donnée effectivement à prendre en compte. Là, j'ai pas de, j'ai pas de solution de type parce que j'ai pas de retour d'expérience que j'ai traité pendant la gestion Covid. Ce qui est sûr, c'est que toutes les consignes de sécurité est à la charge donc de l'exploitant. Donc, je dirais que par principe, le bailleur, il est en l'espèce mis sur la touche. Par contre, au moment de la reprise, il faut que vous définissiez les règles qui sont à la charge donc de vous, de l'exploitant, et là où il va avoir un impact avec le bailleur et de lui demander, soit dans un premier temps, s'il a prévu des dispositifs, et s'il n'en a pas, je pense à confirmer, je vous répondrai par la suite même du webinaire, oui. Je pense que c'est à vous de lui faire des propositions et de demander s'il les accepte. Mais ce qui est sûr, c'est que le code du travail, en tout cas, il s'impose à l'employeur et donc à l'exploitant, et que le bailleur ne rentre pas dans la boucle. Mais là, comme je le dis, même si je suis juriste sur toutes les thématiques santé, sécurité, travail, mais je n'ai pas traité cette thématique, donc je n'ai pas une information sûre à vous donner maintenant, mais par la suite, par contre, je pourrais me renseigner, vous faire un retour. Oui. Merci bien. On a aussi Ariane, comment gérer l'excès d'enthousiasme versus la peur de reprendre? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre question, nous l'expliquer? Alors, attends, voilà, bonjour. Oui, en fait, je suis confrontée à des personnes, alors pendant toute cette durée de confinement, on a repris partiellement les activités, puisque je connais Alexandra, au sein de concessions automobiles. Bonjour Alexandra. Et donc, on a repris les activités pour ce qui concerne les ateliers, la prévente. Et on a créé un petit groupe Facebook pour que tous les collaborateurs puissent communiquer ensemble, évidemment avec la direction. C'était très participatif et il y avait un bon feeling, une bonne humeur qui a été mise à l'honneur au sein de ce groupe. Et là, aujourd'hui, on annonce évidemment la fin du confinement. Alors déjà, il y a une communication importante à mettre en œuvre, c'est que fin de confinement ne veut pas dire reprise systématique du travail. Et oui. Ça, les collaborateurs ont un peu de mal à faire la différence entre oui, chouette, je sors du confinement, je vais pouvoir repartir travailler. Donc, non, pas forcément. Donc, ça, déjà, c'est un peu compliqué à faire entendre. Mais surtout, j'ai des gens qui sont excessivement contents de venir travailler et qu'ils en oublient tout ce qu'on dit, c'est-à-dire toute cette précaution à mettre en œuvre et cette distanciation qui est impérative et incontournable. Alors, en l'occurrence, j'ai une collaboratrice qui a repris son activité lundi dernier et la première chose qu'elle a faite, c'est de poster une photo sur le groupe Facebook à côté de son collègue de travail, sans masque, à 10 cm. Et là, bon, évidemment, tout de suite, j'ai mis un message sur le groupe Facebook. Attention, c'est pas bien, c'est pas du tout ce qui est attendu. Bon, ah oui, excusez-moi, mais j'étais contente. Donc voilà, comment gérer cet excès d'enthousiasme qui va, alors, je pense que c'est de la peur déguisée aussi, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, même si il faut aussi avoir à l'esprit que cette période que nous avons vécue va transformer nos attitudes, les attitudes de tous les collaborateurs, notre façon de voir peut-être la vie aussi, notre façon de reprendre le travail, plein de choses. Mais enfin voilà, et cet excès d'enthousiasme me fait plus peur que la peur, voilà, pour dire la vérité. La peur, je pense que je vais arriver à gérer parce que je suis quelqu'un d'assez bienveillant et que je vais savoir accompagner. L'excès d'enthousiasme risque de m'agacer un peu. Voilà. Ah, il doit y avoir un petit souci de connexion avec Marlène et Alexandra.
Continue. Oui. Oui. Les filles, on n'a rien entendu. Ça a coupé au moment Oui. où vous répondiez. Donc, je disais pour répondre. On n'a rien entendu de quoi? De votre réponse. D'accord. Donc, je disais que c'est extrêmement important et que moi, j'ai beaucoup d'employeurs qui maintenant rappellent, que la règle, normalement, reste le télétravail et que même si on reprend une activité, il faut respecter les gestes barrières. Il faut continuer vraiment à se dire qu'on est en crise Covid et que ça risque de durer encore plusieurs mois. Et en fait, c'est de la communication quasiment journalière auprès des gens. Et c'est pour ça que c'est pas mal aussi de nommer des référents Covid terrain qui vont être là, voilà, contrôle, qui vont être là pas que pour contrôler, mais pour rappeler les règles, que c'est pour eux et que même si on a envie de recréer du lien social, on a envie de se rapprocher des gens, mais il faut absolument garder ces gestes barrières et ces règles de distanciation. Mais oui, moi, comme Ariane, j'ai beaucoup d'entreprises qui sont très enthousiasmées à l'idée de reprendre le travail et qui ont envie de se rapprocher des gens. Surtout aussi, certaines personnes ont été complètement confinées et seules chez soi et on a envie de repartir sur du lien social. Donc, c'est très compliqué. Et j'ai aussi constaté que c'est plus compliqué sur des postes administratifs que sur des postes, on va dire, productifs, où ils sont déjà habitués à mettre en place et en quelque sorte à être imposé de respecter des règles de sécurité. C'est plus compliqué pour des personnes où la sécurité, c'est pas un sujet qui leur est parlant. Oui, c'est vrai que si on prend le secteur du BTP ou des secteurs en fait où ils ont l'habitude de porter quelque chose sur la tête ou de mettre des gants, à qui on a déjà au quotidien insisté sur toutes ces mesures, finalement on passe le stade d'une couche supplémentaire. Mais il y a plein d'activités où ça ne faisait pas du tout partie de leurs habitudes. Et d'ailleurs, si vous leur parlez de document unique, ils vous disent quoi à tes souhaits? De quoi tu parles? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une réalité en France aujourd'hui. Donc, forcément, il faut aussi gérer ces situations-là. On a souvent envie d'aller vers l'autre. Moi, je vous dis, j'ai des directeurs où on a maintenu l'activité, où ils allaient automatiquement vers moi et pour me serrer la main. Et pourtant, ils sont en plein dans la gestion de la crise, ils connaissaient même un peu la sécurité, mais ça ne fait pas partie de leur habitude. On a, en tout cas en tant qu'être humain, on a souvent envie d'aller vers l'autre. Et quand on va reprendre, auront cette envie de recréer du lien social et donc de ne pas respecter la distanciation. Et malheureusement, ça passe par du contrôle et de la communication quotidienne pour rappeler les règles. Il y aura voilà. Tout à fait. Est-ce que je peux compléter peut-être cette réponse? Oui, avec plaisir. Je suis Laurence, donc moi je suis psychologue. Pour répondre à la question d'Ariane, en fait, effectivement, cet excès d'euphorie, comme vous l'avez dit, c'est une manière de cacher sa peur et surtout de ne pas la ressentir, en fait. Ouais. Et donc, pour, on va dire, garder sa bienveillance vis-à-vis de cette personne, c'est garder ça en tête, c'est déjà une bonne manière de le faire. En fait, c'est de se dire, cette personne, elle est en train de gérer sa peur en étant euphorique. Et comme ça vous permettra peut-être de garder votre bienveillance. Et en ce qui concerne, on va dire, notre tendance naturelle qu'on a tous à vouloir aller au contact, eh bien, c'est de travailler avec votre équipe pour mettre en place des manières de remplir ce besoin tout en respectant les règles de distanciation. Voilà, les règles de distanciation. C'est qui réfléchissent ensemble comment on pourrait à la fois remplir notre besoin de contact et peut-être, par exemple, moi j'ai une entreprise qui a créé un espace qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire une zone de détente où les gens pouvaient tous se regrouper avec avec au moins 1 mètre de distance, mais voilà, on leur laissait une pause plus longue que d'habitude pour se raconter des blagues, se raconter leur vie, enfin, partager leur expérience, et ça a bien marché. Ça permet de créer quand même du lien et un peu d'intimité entre les salariés, mais en respectant aussi les règles de distanciation et tout ce qui nous est demandé. Donc là, moi, je vous conseille vraiment de travailler avec vos équipes, voir comment c'est à eux de trouver la solution et en fonction, bien sûr, des moyens qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remplir ce besoin-là tout en respectant, en fait, respectant les règles. Voilà. Merci Laurence. Je pense que vraiment c'est un point clé et c'est un peu le co-développement, c'est un peu cette implication, c'est un peu ce côté volontariat, impliquer les gens et les mettre dans le process. J'aime bien cette idée
peut-être leur laisser un peu plus de temps pour les blagues et les échanges, puisque il y a peut-être plus le moment du matin où on se faisait la bise, on se serrait la pince, voilà. Tout à fait. Et ce qui sera important, la connexion, vous nous entendez? Oui, et ce qui sera important aussi de le rappeler, c'est qu'ils peuvent être porteurs sains. Et que le problème, c'est que s'ils sont porteurs sains et qu'après on ne respecte pas surtout les règles de distanciation, et ben en fait, ils vont diffuser, ils vont propager le virus dans l'entreprise. Et après, donc in fine, ben, soit l'ensemble d'une équipe l'aura, et ça peut même aller sur une personne qui sera contaminée et qui va décéder. Donc c'est aussi peut-être de les sensibiliser sur… Si vous venez en entreprise et vous ne respectez pas les règles, vous pouvez être porteur sain et après, vous allez faire rentrer le virus dans l'entreprise. Donc, il faut faire preuve de responsabilité et de civisme et appliquer ces gestes barrières et ces règles de distanciation. Sandra, est-ce que Sandra, vous pouvez prendre votre micro et nous expliquer? Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui. Parce qu'on a le cas particulier du monde du CHR, donc hôtellerie, c'est vrai que c'est compliqué parce que bon, j'ai 2 hôtels avec 2 équipes différentes. Alors, on l'a très bien évoqué au début de la présentation. C'est vrai que moi, j'ai créé 2 groupes WhatsApp pour garder aussi le lien avec mes équipes. Bon, après, il y en a certains qui n'ont pas WhatsApp, donc il faut aussi communiquer par téléphone. Alors, je donne des nouvelles régulièrement, mais je sens que, je sais pas, je pense qu'ils sont bien en confinement et c'est difficile de motiver un peu les troupes, d'autant plus que, voilà, aujourd'hui, j'ai pas de date de réouverture encore engagée, malgré qu'on a le droit, nous, en tant qu'hôtelier, d'ouvrir. Hein. Il y a des hôtels qui sont restés ouverts pendant le confinement. Mais aujourd'hui, même avec un déconfinement le 11 mai, ou même si les hôtels pourraient réouvrir, très clairement, j'ai plus de clientèle. Donc aujourd'hui, les chiffres sont catastrophiques. Je pense que je suis pas la seule. Hein. S'il y a d'autres hôteliers parmi nous, c'est difficile. On a une clientèle principalement de loisirs. Aujourd'hui, notre clientèle de demain, clairement, elle est limitée à un rayon de 100 km. Donc aujourd'hui, voilà, je suis en train de travailler. Moi, je travaille en sous-marin, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être seule à bord de mes 2 navires. Et je sens, j'ai du mal effectivement à pouvoir remotiver mes équipes à distance parce que je n'ai pas de communication claire sur une réouverture aujourd'hui. Oui. C'est très difficile. Et c'est vrai que si on prend le temps d'attendre cette réouverture, on pourrait se dire, tiens, on pourrait les former puisque l'État a mis en place des dispositifs d'aide à la formation. Encore hier, il y avait la Direct et Luigi de l'UPE qui en parlaient, hein, le dispositif du FNE. Mais le dispositif du FNE, il est valable à distance. Alors que quand vous nous exprimez ça, on sent bien, je les fais revenir sur site dans ma salle par exemple, des petits déjeuners. Je fais intervenir un coach, une psychologue, un formateur spécialisé, mais je ne vais pas le faire à distance, puisque justement, le à distance, c'est ce qui crée la difficulté. C'est peut-être à évoquer au cas par cas avec la Direct, dans le cas du FNE formation, et de leur dire, nous, on est au chômage partiel, c'est une contrainte, on a des dispositifs d'aide à la formation qui nous intéresseraient, mais est-ce qu'on ne pourrait pas exceptionnellement les faire sur site en mettant en place toutes les mesures de distanciation nécessaires? Parce que c'est ça qui va créer du lien et c'est ça dont les équipes ont besoin de travailler là-dessus en attendant. C'est peut-être une solution, une hypothèse à réfléchir. Oui, bien sûr. Merci. Ouais. Mais bon, votre problématique, elle est quand même encore plus importante, je dirais, parce qu'il y a motiver et rassurer sur l'avenir les équipes, parce qu'effectivement, l'hôtellerie va être fortement touchée, surtout les hôtels qui font principalement du tourisme. Donc là, c'est vrai que malheureusement, je veux dire, on n'a pas moi, pour ma part, je n'ai pas de solution à vous apporter pour la motivation des équipes, parce que là, pour eux, il y a un risque très certain de s'orienter sur des licenciements si en plus l'activité partielle n'est pas maintenue à l'issue du 1er juin. Par contre, juste pour rebondir, quand vous me dites certains salariés n'ont pas WhatsApp, dans le kit, on vous a aussi prévu une procédure type pour qu'ils installent WhatsApp. S'ils sont sur Apple ou ils sont sur Windows. Mais j'ai encore, c'est que j'en ai qui n'ont pas de smartphone. Pas de portable. Ils ont des téléphones, mais le téléphone ancienne génération. Donc, oui, d'accord. Donc là, oui, j'ai des cas particuliers où. Oui, mais c'est une réalité. Oui, non, ça rajoute des difficultés supplémentaires. Et après, nous, c'est vrai que pendant la crise, on avait le groupe WhatsApp pour maintenir du lien social et tout, mais aussi pour lâcher un peu prise. C'est-à-dire que le patron, il envoyait un peu des photos rigolettes et tout, mettait aussi des vidéos. Donc, ça permettait de maintenir du lien. Voilà, mais pas sur un mode de communication un petit peu différent. Alternative, voilà. Et de ne pas parler que du travail et tout, mais voilà, on va dire de rigoler un peu et de lâcher un peu prise. C'est ça.
Le télétravail est-il systématiquement comptabilisé sur 7 heures par jour? Nous demande le prénom. Non. Bon. Alors là, c'est un point qui est purement… Christine, merci. Merci Christine de préciser votre prénom. Là, c'est un point qu'il faut voir avec votre expert comptable spécialisé en social parce qu'il y a plusieurs réponses. Mais au niveau du télétravail, il y a quand même tout qui est modulable. Hein. Vous pouvez choisir en tout cas que vos salariés ils soient en télétravail 4 heures, qu'ils viennent l'après-midi. Vous oui. dire, voilà, il faut vraiment se renseigner auprès de votre expert comptable ou au niveau RH, mais tout est modulable, tout est adaptable. Vous pouvez faire des demi-journées de télétravail et des demi-journées de chômage partiel. En fait, tout est modulable. C'est ce que j'ai fait avec mes équipes. En fait, il y a des jours où on peut maintenir l'activité, il y a des jours où on ne peut pas, il y a des jours où c'est que la matinée et donc on peut le moduler. Après, je dis que la réponse est variable parce qu'il y a aussi les cadres au nombre de jours. Là aussi, il y a eu un décret spécifique pour eux. Donc, je ne veux pas vous apporter un élément de réponse et je pense que le meilleur pour vous l'apporter, c'est expert comptable en charge du droit social et des bulletins de salaire qui pourra vous apporter une réponse sur ça. Voilà. OK. Oui, on peut utiliser WhatsApp aussi sur un PC. Alors, est-ce que celui qui a le téléphone de vieille génération a un ordinateur? C'est pas sûr non plus. À voir. On va finir sur les obligations de l'employeur, les incontournables. Se tenir informé de l'actualité sanitaire et juridique, c'est vraiment la donnée d'entrée. Protéger la santé des salariés, évaluer les risques, établir des procédures et les diffuser. Et s'il y a un CESE, le consulter. Donc derrière, quelle est la suite suite à cette visioconférence? On va vous envoyer un lien dans le chat. Alors, hop, on va le faire tout de suite, comme ça, ça sera fait. Copier. Et dans le chat, où est-ce qu'on peut envoyer ça? Hop, hop, hop. Il est où le participant? Voilà, il est là, le chat, non? Voilà. Marlène, est-ce que je peux te venir en aide? Dis-moi, excuse-moi. Ouais, où est-ce que je fais afficher le chat? Il vient de disparaître. Alors, en bas de ton écran, tu as une barre normalement avec marqué converser. Il y a une bulle. Est-ce que tu vois ta barre en bas de l'écran? Muet, arrêter la vidéo, participant, nouveau partage. Converser. Plus. Ça y est, plus. Merci. Pardon. Donc, le lien hop, est ici. Je vous invite donc à cliquer sur ce lien. Ce lien va vous donner accès à un document. Ce document en PDF, j'insiste, allez sur la page numéro 2 parce que numéro 2 qui a un bouton pour télécharger le kit avec l'ensemble des documents en Word et en Excel. Le gros travail qui a été fait surtout par Alexandra, donc je tenais à la remercier. Et vous dire qu'on est à votre disposition si vous aviez des questions à nous poser. Et j'insiste sur un point, c'est que les trames que vous avez, attention, elles datent depuis la gestion de la crise de mars, donc bien sûr, il faut prendre en compte toutes les évolutions aussi réglementaires, sanitaires et sécurité. Donc voilà, soyez toujours vigilants avant de vous les personnaliser, de les diffuser, de vérifier que les dernières informations réglementaires, l'actualité est intégrée. Par exemple, encore entre hier et aujourd'hui, il y a eu des évolutions, il y a eu des nouvelles, des nouveaux points réglementaires donnés par l'État. Donc voilà, vraiment faire attention. C'est vraiment un pack de démarrage d'outils, de trames, de procédures. Vous avez juste à rajouter vos logos et à personnaliser. Mais voilà, soyez vigilants. Alexandra, ça a coupé. De le modifier, allez bien sur la page pour cliquer le téléchargement. Et n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, à nous faire un mail, même par rapport au pack, hein, à nous contacter, faire un mail, téléphone. On est vraiment là, hein, comme je disais, c'est notre contribution aussi au niveau du Covid, d'accompagner voilà, les entreprises et d'expliquer si besoin dans le détail les procédures et les outils qu'il y a dans ce pack. Et comme l'a dit Élodie, le replay, donc l'enregistrement vidéo, la présentation, donc le PPT, on va dire, et le kit seront en ligne sur le site de l'UPE. Donc, tout est revisionnable, téléchargeable pour la présentation. Et on vous remet, allez, encore une fois, le lien. Je le mets plusieurs fois dans le chat. Super. Et le synchro.
merci en tout cas à l'UPE de nous avoir donné cette opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous les participants parce qu'une heure de votre temps sur votre journée, c'est beaucoup, vu tout ce qui nous attend et tout ce que l'on a à faire. Et on vous souhaite surtout plein d'ondes positives, plein de belles choses. Voilà, même si j'en ai des frissons parce que c'est difficile pour tout un chacun. Merci, merci beaucoup et belle suite de journée en tout cas. Voilà. Merci à vous, Marlène et Alexandra. Merci à tous les participants. Donc, on est à 57 participants. C'est un super webinaire. Et merci beaucoup pour tous ces conseils concrets, en tout cas, parce que voilà, on termine la visio et on sait quoi faire dans son entreprise et ça fait du bien. Merci beaucoup. Bonjour, excusez-moi, j'ai juste une question. Si je peux intervenir. Oui, Morgane Billard de ISO. Je vous appelle. Je me permets juste parce que je parviens pas à télécharger le kit comme vous l'indiquiez. En cliquant, on a un message disant qu'on n'a pas accès, on n'a pas les droits. Tout à fait. Eh bien alors on va regarder ça tout de suite avec Elodie. Ah mais moi ça fonctionne, Morgane. Alors sur le lien. Sur quoi? Sur Chrome, Ouais, je suis sur Chrome et j'ai téléchargé. Il me met un pop-up en disant you need permission parce que ça peut pas. Voilà, vous avez besoin d'une permission. Si vous faites OK autorisé. J'ai pas. Il me propose juste apprendre plus. J'ai pas cliqué autoriser. Alors, est-ce que c'est pas… Je vois que c'est sur Calameo. Est-ce que vous n'avez pas bloqué les cookies, par exemple? J'ai le même problème, hein, moi. Ça marche pas non plus. Hein. Il me marque une autorisation nécessaire. Seuls les utilisateurs faisant partie de l'organisation du propriétaire du formulaire peuvent afficher celui-ci. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir une protection de votre lien, une protection de votre document, en fait, je pense. Sur Internet Explorer, essayez de changer d'explorateur, nous dit Sébastien. Alors, on met un autre lien. Sur Firefox. Moi, j'essaie tout de suite sur Internet Explorer, mais je pense que je vais avoir le même message. Je suis dessus. Est-ce que vous pouvez réessayer avec ce lien? Moi, ça fonctionne sur Explorer, Chrome. Oui, tu as remis le lien directement. J'ai remis le lien Calameo. Alors, attendez. Tac. J'en profite pour faire toutes mes excuses à Sébastien Blanc, qui n'est pas du tout propriétaire des boulangeries Blanc. En fait, c'était un homonyme. Je suis désolée. Non, ça ne fonctionne pas avec votre lien. Un exemple après dans la présentation. Alors, est-ce que, Elodie, tu peux prendre les contacts des gens qui n'arrivent pas à le télécharger? Alors, regardez, je mets mon adresse email. Envoyez-moi un email pour ceux qui n'arriveraient pas à le télécharger. Et je m'en occupe. Ok, on envoie le mail alors. Parce que ça ne marche pas non plus sur Internet Explorer hein, pour moi. Et vous avez essayé avec l'autre lien? Non, moi non plus. J'ai essayé avec les deux liens sur Edge et sur Chrome et j'y arrive pas non plus. Hyper étrange. Okay. Ouais. Bah écoutez, merci pour le mail. À ce moment-là, on vous envoie un message pour l'avoir en retour. Il est là en fait le document. Si vous voyez encore toujours ma page. Oui. Voilà. Et en fait, c'est un peu comme un magazine. Et sur la page 2. Oui, j'arrive à le voir. Hein. J'arrive à le visionner. J'arrive pas à le télécharger en fait. On arrive à le consulter, mais on peut pas le télécharger pour qu'il s'affiche bien proprement en PDF. Alors, en fait, sur la page 2 ici, il y a écrit cliquer ici. Vous arrivez à cliquer dessus? Oui, j'arrive à cliquer dessus et c'est là qu'il me dit vous avez besoin d'une permission. Ok, d'accord. Donc, c'est le lien Google Form pour avoir le fichier zip. Oui, c'est ça, parce qu'on arrive tout à fait à tourner les pages, à voir exactement ce qu'il y a eu. Ah, j'avais pas compris. Ouais. Ah ben, on va vous renvoyer que ce lien. Alors. Et le Drive n'est pas ouvert en fait. C'est parce que le document est stocké certainement sur un Google Drive et du coup, si on n'a pas les autorisations de rentrer dans le Google Drive, on ne peut pas y arriver. Eh ben, on va vous faire la modification avec Elodie. Elle va renvoyer le lien Envoyez-moi bien un email parce que là, quand le chat va se fermer, j'aurai plus les mails de tout le monde. Pour ceux qui le souhaitent en PDF, envoyez-moi bien un email, s'il vous plaît, je vous le transmets. Ah, c'est pas un PDF, hein, c'est le fichier zippé. Donc, oui. Je vous envoie le fichier zippé. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Moi, je vous remercie beaucoup pour tous ces précieux renseignements qui vont beaucoup nous aider à la reprise. Merci de cette initiative. Merci, Dr Billard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, bah, je vous dis au revoir alors. Au revoir à tout le monde. Envoyez-moi un petit email pour ceux qui souhaiteraient le recevoir. Merci à tous. Au revoir. Je vous mets quand même dans le chat le lien vers le téléchargement. On ne sait jamais. Essayez de copier-coller ce lien-là. Ah mince, ça fait encore en message privé à tout le monde. Hop. Si jamais ça fonctionne aussi.
Non, là, ça me met autorisation nécessaire. Oui. Bon, ok. Oui, Sébastien, il nous remercie d'avoir rétabli la vérité, même s'il aime beaucoup les boulangeries. Oui, merci. Hein. J'ai peut-être trouvé une reconversion aujourd'hui, donc j'y penserai. Merci, au revoir. Merci, Merci au revoir, à tous et toutes. Au revoir, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.